On va pouvoir remettre plus d'humains quand il y aura plus d'IA. Tu vas quand même rechercher à résoudre des problématiques. Chez CoinHouse, on veut rendre la crypto accessible à tous. C'est ça notre problématique. On travaille en très très bonne intelligence tech et produit. Parfois on s'engueule comme un vieux couple. Je suis fasciné par tous les débats de ce sont les terroristes ou les malfrats qui utilisent la crypto. Il n'y a rien de plus transparent que la crypto. La vie c'est pas simple. Non, Il faut prendre des cours. c'est clair. Bienvenue dans One Shot pour ceux qui vont nous écouter, nous regarder. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mario Vives, Head of Product chez CoinHouse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de te questionner sur plein de sujets d'actualité, écoute, déjà, j'aimerais te remercier d'être présent. C'est très chouette de pouvoir te permettre d'échanger sur un format de podcast, te permettre de montrer un peu au monde qui tu es, ce que tu fais, et de nous laisser t'interroger et aller un peu chercher ce que tu fais au quotidien. Comment ça va ? Tout d'abord, merci à toi de m'avoir invité. C'est un exercice pas facile, Ouais. mais j'ai envie de faire parce que voilà, il faut le faire. Il faut faire un peu d'ego trip pour être connu et reconnu. On ne vit qu'une fois. Voilà, exactement. Non, c'est avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et ça va très bien. Et toi ? Très très bien, je te remercie. Tu t'attends à quoi aujourd'hui ? Je m'attends jamais à rien. Je suis toujours déçu. Ok. Non, je m'attends à rien. Je m'attends juste à échanger avec toi, prendre du plaisir, et espérer potentiellement, c'est peut-être un peu ambitieux, mais inspirer les gens si possible. Voilà. Si je peux donner un coup de main à quelqu'un, c'est toujours cool. Je pense que ça arriverait naturellement. L'idée de la création de ce podcast, c'est justement de permettre aux personnes qui font les applications qu'on utilise au quotidien de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir parler un peu de leur vie, de leur quotidien, de ce qu'elles font, de ce qu'elles expriment et ressentent au quotidien, parce qu'en fait, on a tendance parfois à oublier que les produits qu'on utilise sont créés par des humains. On est à l'ère de l'IA et pour autant, 99,9% des produits ne sont pas encore créés par IA. Et c'est ça qu'on va mettre en avant aujourd'hui, je pense. Si c'est OK pour toi, je pense que j'aimerais d'abord en apprendre un peu plus sur toi. Savoir qui est la personne, comment t'es devenu Mario Vives d'aujourd'hui, parce que je pense que le Mario Vives du passé n'est pas le Mario Vives d'aujourd'hui. Et si je dis pas de bêtises, ta carrière elle a commencé dans les RH. Exactement. Tu peux nous en dire un peu plus ? Tu peux nous parler de toi ? Bien renseigné, comme un journaliste. Comme un journaliste. Ce qui est important, c'est que je pense que j'ai gardé la même âme d'innocence depuis toujours, Ouais. malgré le monde dans lequel on vit. Donc, j'ai pas beaucoup changé là-dessus. Je suis toujours optimiste. Mais oui, j'ai commencé en RH, tout Ok. à fait. Et en vrai de vrai, pourquoi j'ai commencé en RH ? Et honnêtement, c'est la vérité. C'est parce que je savais utiliser un ordinateur et un logiciel. C'est vraiment pour ça. Ok. Vraiment, c'est la vérité. C'est un job un peu d'été qui s'est transformé en alternance au final. Ok. J'étais un peu paumé. Je voulais faire du digital. J'ai toujours voulu faire du Ok, digital. donc ça tu le savais en tout cas. Je suis un geek. Donc voilà, j'ai toujours aimé ça. On s'est toujours moqué de moi en disant que c'était pas un métier. Ça a bien changé aujourd'hui. Clairement. Voilà, les geeks ont pris le pouvoir, comme Clairement. je dis. Longue vie à nous. Mais oui, en fait, c'est vraiment comme ça que ça a commencé dans les RH. C'est juste que j'étais assez à l'aise avec l'informatique, on va dire. Pour les plus âgés, je vais dire informatique. Donc, je savais utiliser les logiciels RH et ainsi de suite. Je savais traiter rapidement des informations et de la donnée. Ok. Et c'est ce qui a fait que j'ai démarré là-dedans à un moment où voilà, le digital n'était pas forcément en pleine expansion à ce moment-là. Voilà. C'est comme ça que ça a démarré. T'as vécu la première bulle Internet ? Non, quand même, je suis pas si... Enfin, je l'ai vécu, oui, mais j'étais trop jeune. Ok. J'étais trop jeune. Voilà, j'étais peut-être dans les premiers utilisateurs Twitter, etc., en 2007, 2008, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, vraiment, j'ai connu tout ça, j'ai vu tout ça naître. J'ai vu aussi YouTube naître. Alors, c'était Google Vidéo à l'époque. Même moi, j'ai fait des Google Vidéo à l'époque avec des amis pour rigoler, en se disant que ça sera jamais un vrai métier. On voit maintenant les YouTubeurs. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller dans une école de commerce qui propose des formations digitales. Et ça, c'était un peu innovant. Et en tout cas, mon école de commerce était plutôt très bonne sur le sujet. Et donc, Ok. c'est comme ça qu'après, j'ai continué mes études dans le digital. Et assez classique, j'ai commencé par une agence de com digital. Donc, Full Six. C'était génial. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Et après, je suis rentré dans le monde du conseil parce que ça payait bien, c'était sympa, il y avait du monde, on monte vite en compétences, on rencontre beaucoup de clients. On se fait son réseau également. Donc, Ouais. voilà, j'ai fait Altran, j'ai fait Devoteam. Voilà, j'ai même monté un cabinet de conseil qui s'appelle WeVoo. Et aujourd'hui, je suis dans l'opérationnel parce que c'est ce qui me plaît le plus. Très clair. Il y a un moment,
tout au long de ce parcours, ou peut-être même plusieurs qui t'ont dit je suis pas au bon endroit, il faut que je fasse autre chose, ou à contrario, tu t'es dit à chaque fois, à chaque moment et à chaque instant de tes différentes boîtes, ok, c'est ce que je veux faire pour la suite et je suis au bon endroit? Alors, pour être honnête, je pense que pour personne, c'est un plaisir de travailler. On peut prendre du plaisir en travaillant, Yes. ça oui. Mais honnêtement, si je pouvais faire autre chose, je pense que je monterais une chaîne YouTube sur les jeux vidéo et le champagne. Voilà, je ferais un truc comme ça. Voilà. Je suis direct. Je pense que je serais plutôt sur ce mood-là, tu vois. Ok. Mais aujourd'hui, oui, non, ça me plaît. Je pense que je suis à ma place, je comprends ce qui se passe. J'ai toujours été passionné par l'innovation au sens large. C'est pour ça qu'on nous appelle geek, mais c'est plus qu'on est passionné d'innovation qu'autre chose. Ouais. Donc voilà, moi, c'est ce qui me drive au quotidien. Je vois l'IA avec, avec les yeux d'un gosse, vraiment en mode tout ce qu'on peut faire, c'est incroyable. Je passe des soirées, des week-ends là-dessus. Je trouve ça passionnant et fascinant. Et il y aura d'autres choses que l'IA, hein. Là, c'est que le début. On ne parle plus du quantique parce que voilà, ça y est, c'est moins à la mode que l'IA. Mais il y a plein de choses qui vont encore arriver. Et je pense qu'on va vivre toutes les révolutions possibles, en tout cas notre génération, toi et moi. On va vivre toutes les révolutions possibles en termes de technologie. Ouais, je sais pas à quoi m'attendre, mais on en discutait récemment et moi sur l'IA, je pense qu'effectivement, tu as beaucoup de débats. Tu as les pro-IA, tu as les réfractaires à l'IA, tu as ceux qui sont en train de changer, d'évoluer doucement. Moi, je suis plutôt de la team l'IA va nous permettre de révolutionner un peu notre consommation au quotidien, que ce soit du contenu, que ce soit juste les besoins essentiels et primaires qu'on a au quotidien sur notre lifestyle. On va consommer plus, je pense, à un moment d'IA. Je pense qu'on pourrait y revenir sur ce sujet-là parce que ce serait un podcast complet, je pense, que sur l'IA. Si on commence à l'ouvrir... Clairement, je suis d'accord. Mais au final, je veux juste conclure là-dessus, c'est que potentiellement, moi je pense qu'on va pouvoir remettre plus d'humains quand il y aura plus d'IA. Oui. Ça va permettre de se focaliser sur l'essentiel et de virer tout le superflu. Tout le superflu. Exactement. A priori. Si je reviens sur ton parcours, pardon, du coup, effectivement, t'es passé par des boîtes différentes, t'as été dans des grands groupes, dans le conseil, dans des scale-up. Aujourd'hui, avec CoinHouse, on est plutôt sur une société type scale-up qui est passée par la PME, la start-up même en tant que telle, enfin start-up PME scale-up. Tu as vécu différentes typologies de produits. Est-ce que c'est vraiment différent fondamentalement quand on se parle de produits aujourd'hui et quand on se parle du métier de Head of Product, de travailler dans une scale-up versus un grand groupe? Alors, c'est pas forcément différent scale-up, grand groupe. Je pense que c'est vraiment la typologie de l'entreprise qui est différente. Ok. Là, j'ai aujourd'hui des convictions un peu plus fortes là-dessus. Aujourd'hui, CoinHouse, c'est facile de parler de produits parce que tout se passe sur la plateforme. C'est-à-dire que nos clients n'ont pas le choix. S'ils veulent consommer de la crypto, etc., ils sont obligés de passer par notre application mobile ou notre site web. Il y a d'autres sociétés, je peux en citer plein, je ne sais pas, LVMH, Monoprix, etc., qui, eux, en fait, c'est soit ils vont vendre des produits physiques, donc LVMH, des sacs et ainsi de suite, ou Monoprix, ça va être de la distribution. Ils vont utiliser les outils numériques pour plus vendre et pour être plus performants, mais ce n'est pas du produit numérique comme on peut le faire chez CoinHouse. Okay. Donc là, tu vas vraiment avoir deux typologies et je pense que tu n'abordes pas les choses de la même façon. Moi, j'ai bossé par exemple chez Bell, donc c'est les fromages. Moi, ce que je veux faire, c'est maximiser le nombre de ventes de nos produits physiques. Okay. C'est vraiment ça. Tandis que de l'autre côté, je veux maximiser le nombre d'utilisateurs sur la plateforme. Et ce n'est pas du tout le même enjeu au final. Ton intérêt principal, ça va être quoi finalement? Maximiser un ROI financier, plutôt avoir une priorisation du ressenti utilisateur? Tu as beaucoup de paradigmes sur le produit avec beaucoup de visions différentes qui sont soit l'utilisateur centré à 200%, soit plutôt la vision héroïstique, financière du produit concret. Parce qu'une boîte, quoi qu'on en dise, ça reste un produit qui a vocation à créer de l'argent, de la valeur monétaire ou une valeur X. Cette valeur, pour toi, c'est quoi? C'est les deux. Au final, tu es obligé d'avoir un cercle vertueux. C'est-à-dire que tu ne peux pas être focalisé que sur tes besoins financiers et qui sont nécessaires. Il faut me payer, il faut payer mon équipe, il faut payer les locaux, il faut payer les ordinateurs. Enfin, il y a une réalité économique que je trouve que beaucoup d'entrepreneurs, parfois, on ne les entend pas forcément parler de ça.
et pas juste s'enrichir. C'est vraiment juste faire vivre Qui sont la deux choses société. bien différentes. Bien différentes, tout à fait. Donc il y a cet aspect-là, mais en même temps, si on ne satisfait pas le client, on n'a pas de revenus. Donc c'est un cercle vertueux. Moi, je pense que plus tu vas essayer de maximiser, euh, cette expérience utilisateur, répondre à ces problématiques, plus tu vas gagner d'argent derrière. Donc pour moi, ils sont indissociables. Donc tu as ton business model. Si ton business model, il a product market fit, comme disent tous les entrepreneurs en ce moment, s'il en a un, tu vas gagner de l'argent. Et c'est normal. C'est quoi pour toi un bon PMF, un Product Market Fit? C'est très compliqué. C'est une question, je pense, un peu trop compliquée. Il me faudrait quelques temps pour développer ce sujet-là. En fait, tu vas pas chercher le même... Enfin, quel que soit le produit que tu développes, tu vas pas chercher le même résultat. Ok. Je m'explique. Tu vas quand même chercher à résoudre des problématiques. C'est-à-dire que là, chez CoinHouse, on veut rendre la crypto accessible à tous. Ok. C'est ça notre problématique. C'est comment on la rend accessible à tous. Donc là, c'est que tu vas aller chercher, justement, tu parlais des coûts d'acquisition, etc. Comment on fait connaître, comment on rend l'intérêt, comment on rend intéressant la crypto, tout simplement, comment on la rend simple. Tu disais là, justement en introduction, il faut que je l'explique à ma mère. Je n'ai toujours pas réussi à expliquer la crypto à ma mère et je pense que j'y arriverai peut-être jamais. Et je vivrai très bien avec. Mais voilà, c'est intéressant, même si je l'explique très bien pourquoi la crypto. Mais faut choisir ses batailles. Voilà, au bout d'un moment, voilà. Non, mais je veux dire, c'est juste on va répondre à un besoin. Voilà. Ok. Moi, nos clients veulent accéder à de la crypto parce qu'il y a des potentiels en termes d'épargne, en termes de plus-value qu'on peut effectuer qui sont assez importantes. C'est la réalité. Même si c'est fini les fois 1000 ou des choses comme ça, là, les histoires de multimillionnaires, c'est fini. Mais il y a des possibilités d'avoir des meilleurs rendements que sur des produits classiques. Moi, en tout cas, en tant que consommateur, j'ai des meilleurs rendements que sur mes produits classiques. Et donc, c'est plutôt ça qu'on va aller chercher. C'est de dire comment on fait pour que nos clients s'y intéressent, qu'on leur fasse comprendre qu'il y a des meilleurs rendements, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils soient contents derrière. C'est quand même agréable de se dire j'ai fait plus 20%, plus 30% ou parfois plus de plus-value. C'est toujours très agréable pour nos clients et c'est ce qu'on va aller chercher en tout cas. Ouais, je comprends. En tant que Head of Product, chez Coinhouse spécifiquement, ou de ce que tu comprends du métier de Head of Product, et peut-être qu'on peut même l'expliquer pour ceux qui vont nous regarder parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Toi, tu l'expliquerais comment, ce métier? Si tu avais peut-être une phrase pour le transcrire et l'expliquer de la manière la plus simple possible. Ouais. Et ensuite, l'associer peut-être à ce que tu fais aujourd'hui chez Coinhouse. En une phrase, je ne sais pas si je peux le faire. Une phrase, c'est peut-être compliqué, mais on a peut-être une séquence et différentes phrases complémentaires qui vont décrire ce que ça peut transcrire comme métier, comme quotidien. Quel est le plus important entre la tech, l'expérience client et je ne sais plus quoi? En fait, je dirais tout. En fait, c'est là où moi j'interviens en tant qu'head of product, c'est-à-dire que les clients doivent avoir une expérience de l'application qui soit la plus fluide possible et la plus simple possible. Okay. Il faut que technologiquement derrière ça fonctionne bien, c'est-à-dire que ça aille vite, que ça marche bien, que ça plante pas, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et ça, il n'y a rien de pire que les erreurs. Voilà, donc moi, c'est vraiment ça mon métier, c'est de faire en sorte que ça fonctionne bien pour nos clients. Ok. Voilà, c'est vraiment ça. Tu as été longtemps dans le produit? Plus de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises? Alors ça, justement, il y a un mythe que j'aimerais casser. Moi, je pense qu'avant 2015, en France, à part 2-3 personnes un peu vraiment calées, ça n'existait pas vraiment. Donc, je préfère être honnête là-dessus. Est-ce que tu veux dire qu'avant, on faisait de la chefferie de projet? Avant, on faisait de la chefferie de projet, ou encore aujourd'hui, certains font de la chefferie de projet. Mais très, très clairement, avant 2015, ça n'existait pas. Moi, je pense que d'un point de vue personnalité, j'ai toujours aimé cette approche et je l'ai fait de façon un peu plus intuitive. Okay. Voilà, j'aime bien casser Je ne suis pas très intelligent, donc j'aime bien casser les gros bouts en petits bouts pour essayer de comprendre les problématiques. Je vais essayer de m'intéresser à ce que les gens ont besoin. Souvent, je me posais la question pendant très longtemps. Quand je prenais le métro, je regardais les gens, je leur dis « Mais de quoi ils ont besoin ?»
Qu'est-ce Euh, que je pourrais te donner qui te exactement. ferait du bien au quotidien? Tu Ok, vois, de quoi tu as besoin? yes. Qu'est-ce qui me rendrait riche, justement? On en parlait juste avant. De quoi tu as besoin? Tu vois, je regardais les gens, donc tu vois un peu ce côté intérêt, Ok, problématique, benchmark. Bah, vu que je m'intéresse à l'innovation, tu es obligé de voir ce qui se passe dans le monde. Donc, j'avais un peu ce côté-là qui fait que naturellement, je me suis tourné vers les produits de métier, ok, euh, les, les métiers de produits, pardon. Je me suis tourné naturellement vers les métiers de produits. Mais avant 2016, je ne faisais pas du produit. Donc voilà, moi, ce que je considère vraiment mon tournant, c'est chez Fnac Darty où j'ai ok. été PM et j'ai vraiment fait du produit. Et je pense que c'est les gens aussi qui font le produit. Quand tout le monde a un bon mindset et que ça marche bien, bah, ça marche vraiment bien. Aujourd'hui, c'est une des expériences les plus matures que j'ai pu faire. C'était chez Fnac Darty. Ok. Et c'est ce que j'essaye d'insuffler, en tout cas, chez Cognaus au quotidien. Tu l'as forcément insufflé avec ton historique, donc ce Exactement. que tu as vécu par le passé, ce que tu as peut-être aussi vu, entendu, lu. Oui. Tu as une méthodo Mario Vives aujourd'hui quand arrives sur un product? Ouais. Alors, plus je vieillis, plus je simplifie. Ok, Voilà. J'évite tous les acronymes, toutes les choses un peu compliquées. Je pense qu'on a perdu le sens des choses. Voilà, je trouve ça normal de s'intéresser tout simplement à ce que nos clients aiment. ok, Je m'intéresse aussi à ce que enfin, à nos non-clients, tout simplement. Il faut s'intéresser pourquoi ce ne sont pas nos clients, pourquoi ils ne s'intéressent même pas à la crypto, etc. Donc il y a vraiment cet intérêt client qu'il faut avoir. Et ça, il y a toutes les méthodologies du monde, mais il faut juste aller leur parler au bout d'un moment. Quel que soit l'outil ou la méthodologie que tu vas utiliser, il faut juste parler à ses clients. Derrière, bah, d'un point de vue tech, c'est normal de faire des choses qui sont simples, pas compliquées, de limiter les règles de gestion. Donc forcément, on s'intéresse à la partie tech. Et le troisième pan du produit, c'est la partie business. Comment je fais de l'argent? Comment je fais en sorte que les gens, bah, que j'ai un business model qui fonctionne? Comment je fais en sorte qu'ils achètent, qu'ils reviennent? Voilà. Donc moi, je fais du pragmatique. C'est vraiment ça ma méthode. J'ai tout lu. J'ai pas tout vu, hein, mais j'ai tout lu en tout cas de ce qui existait en termes de méthodologie ou autre. Mais aujourd'hui, je reviens à des fondamentaux très simples et j'aime bien faire du custom parce ok. que selon ton secteur, par exemple, tu fais du B2B, tu vas pas t'adresser de la même façon que tu fais du B2C. Ouais, c'est clair. Comme je disais, tu es un distributeur, tu vas pas faire de la même façon que CoinHouse et ainsi de suite. Donc après, je pense qu'il faut faire du custom. Il faut en avoir conscience. Moi, je vois des gens qui se voilent la face un peu derrière le produit, qui veulent faire la méthode focus ou autre, et ainsi de suite. Ça marche pas partout. C'est un point hyper important que tu mets en avant parce qu'effectivement, produit, ça veut dire beaucoup de choses. Mm. Tu as le fameux by the book qui Exactement. arrive énormément et qui est présent que ce soit sur des questions d'agilité, sur de la tech, sur du product, sur du design. C'est quoi le bon curseur à avoir, tu vois, quand tu veux être bon dans ce que tu fais, conserver un bon niveau aussi d'état de l'art, entre guillemets, Mm. sans pour autant devenir, comment dirais-je, complètement aveuglé par le by the book et en oubliant un peu la vérité du produit, la vérité des humains derrière, quoi. Je pense que c'est comme tout. En fait, tu as besoin de lire ces livres, tout simplement. C'est mieux. Pour te faire ton avis, tu es obligé de les lire. Ouais, c'est mieux. Et je pense que c'est peut-être la base. Donc moi, ça ne me dérange pas. Justement, plutôt les jeunes, hein, d'ailleurs, quand je les vois arriver, ils me disent qu'ils ont tout lu, qu'ils font cette méthode, etc. Ça me fait un peu sourire et c'est pas très grave. Enfin, en vrai, je me moque pas d'eux du tout. Mais voilà. Après, il faut juste confronter à la réalité du terrain. Moi, je trouve que parfois, on a oublié. Je vois certaines méthodologies émerger ou des phases de discovery où tu as l'impression qu'elles vont durer 6 mois. Ouais. 6 mois, c'est quand je faisais du projet. Ouais, ce que j'allais dire. C'est- Ce serait pas un cycle en V hashtag Waterfall? Exactement. Donc moi, ça me rappelle quand quand je lis ce type de livre, je me dis, mais mince, c'est-à-dire que j'étais dans le futur quand je travaillais Ouais. avant. En plus à la BNP, donc des gros mastodontes. Enfin, vraiment, je suis un peu surpris. Ok. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est de se dire, OK, on veut se rassurer, on veut dérisquer nos produits, on veut dérisquer nos features, on veut dérisquer nos problématiques, il n'y a pas de problème là-dessus. Comment on fait pour avoir un maximum de valeur en un minimum de temps? Et pas parce que j'ai envie qu'on aille vite, etc. C'est juste que ça nous permet tout simplement de se focus sur le plus important. Et c'est vraiment ça. Moi, je dis, ça me dérange pas, ta méthodologie me dérange pas. C'est même un conseil que je donne aux jeunes, impose ton style. C'est important Ok. que voilà, tu aies ton style, que tu n'essayes pas d'avoir une pensée unique. C'est comme ça que on crée les meilleurs produits. Impose ton style, mais comment tu fais pour me produire ça en un minimum de temps? Ok. Voilà. C'est ce que tu essaies de transmettre
quand tu fais un peu de mentorat? Oui, c'est exactement ce que j'essaie de transmettre, d'avoir du bon sens, d'être assez rapide sur certains éléments, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire très rapidement, d'autres qui prennent un peu plus de temps. J'en ai bien conscience. Il y a des choses où on peut aller très vite, avoir des premières intuitions, commencer à aller tester le terrain pour justement avancer et s'améliorer, quoi. Tu as des exemples un peu de situations, que ce soit chez Kana ou soit ailleurs, hein, où effectivement, tu as des sujets qui étaient vraiment bloqués depuis un long moment, heu et où peut-être on avançait en dépit de la bonne intelligence et juste on s'est dit, «Tiens, mais si on revenait un peu aux essentiels, peut-être qu'on débloquerait une situation qui est bloquée depuis très longtemps». Je peux pas te donner d'exemple. Je pense que je l'ai vécu, hein, il y a pas d'arrogance dans ce que je dis. Je pense sincèrement que je l'ai vécu, mais là, j'ai pas forcément d'exemple. Je comprends. Parce qu'on revient toujours au bon sens. Je pense que ça se fait naturellement. J'ai toujours travaillé avec des gens très intelligents et ça, c'est vraiment cool. C'est mieux. C'est quand même drastiquement mieux. Ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Donc, ça s'est toujours fait naturellement. À un moment, il y a toujours quelqu'un qui va te sortir un peu la tête de l'eau et qui va dire, allez, on prend un peu de recul. J'essaye d'être cette personne aujourd'hui parce que justement, j'ai le mandat de le faire. Et ça, c'est important aussi. Ok. Donc, j'ai le mandat aussi de le faire, de se dire, on se prend un peu de recul. Mais on le fait naturellement. Je pense que c'est aussi, voilà, c'est ma personnalité, c'est la personnalité des gens avec qui j'ai travaillé qui ont fait qu'on a toujours pris ce recul à un moment donné. Et à un moment donné, soit on se dit, on y va ou on n'y va pas. Et je pense que ça, c'est important aussi de juste se dire les choses. Et on se dit, là, on n'y va pas, on le sent pas et on le fera plus tard. Ça nous est déjà arrivé, ça, Ok. par contre. Même chez Coinhouse, récemment, on n'est pas prêt. Ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. On a mis le doigt dans quelque chose qui est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe que ce que l'on pensait. Donc, on le remet à plus tard et on repassera du temps là-dessus. Aujourd'hui, Coinhouse, c'est une app, un site web, du coup, pour faire l'entrée un peu sur le site. Exactement. Tu as toujours été sur des produits mobiles, tu es arrivé dessus par l'intérieur de Coinhouse. Tu as une attirance spécifique pour l'un des OS ou pas du tout? J'ai toujours fait les deux quasiment. Ok. Pas dans toutes mes expériences, mais j'ai quasiment fait toujours les deux technos. Je pense qu'elles sont complémentaires, que ça soit web et mobile. Bien entendu, l'explosion du mobile, on le voit au quotidien. Enfin, aujourd'hui, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, plus personne ne se lancerait sans application mobile. Donc ça là-dessus, voilà, c'est mobile first, comme on dit, dans le métier. Euh, mais derrière, non, j'ai toujours travaillé sur les deux technos. Ça a changé selon les différentes sociétés. Et sur un OS préféré, comme tout le monde qui travaille dans le produit, iOS. Mais pourquoi? Parce que ça marche. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Apple. Non, elle n'est pas sponsorisée. Non, mais on le voit, on charrie. Il y a un des product managers dans mon équipe qui a un Android. Et par exemple, l'application ne fonctionnait quasiment jamais chez lui. Donc, on débuguait ok. avec son app, Ok, ok. avec son téléphone, pardon. Et aujourd'hui, il a même changé de téléphone en disant j'en ai marre d'être exclu de la communauté. Donc voilà. Je comprends tellement. Tu vois, moi, je suis passé du côté obscur avec Apple il y a quelques mois maintenant. D'accord. J'ai commencé même il y a quelques années avec les Mac, Les un Mac, oui, MacBook tout à Pro. fait. Tu vois, moi, je suis resté bloqué sur la mise à jour Windows sur l'écran d'accueil. J'ai jeté mon ordi sur le mur. J'en pouvais plus. Et le soir même, je suis acheté un Mac. Et depuis, je suis plus jamais revenu en arrière. Ah, c'est compliqué. Du coup, je comprends. Tu as parlé de ton équipe. Ouais. Aujourd'hui, tu manages des hommes. Tu des femmes. accompagnes des hommes et des femmes, bien sûr. Je dis hommes grand âge, pardon. Hommes et des femmes naturellement. Et peut-être même qu'on pourrait se parler de la place des femmes dans la tech, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est trop dommage. Encore que j'ai l'impression que ça change de plus en plus, ça c'est vraiment trop cool. T'as une équipe avec toi, combien de personnes, quelle typologie de profil? Est-ce que c'est que des POPM? Est-ce que tu gères plus large en termes de diversité de profils? Oui. C'est une super question, parce que c'est peut-être la partie qui me plaît le plus dans mon métier, Ok. c'est la partie management. Parce que j'aime les gens, je pense, tout simplement. Je pense que c'est important pour nos métiers, sinon c'est chaud. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas. C'est possible. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment une partie qui me plaît le plus. Je vais avoir 4 product managers qui travaillent. J'ai 3 product designers, pardon, et 4 QA également. Donc j'ai récupéré la partie QA il y a 1 an et demi, voilà, parce que ça faisait sens aussi, la qualité du produit.
Pas C'est mal. important. Ouais. Voilà, c'est important. Et donc, non, ça se passe très bien. On a été assez bon naturellement. Je pense que c'est un travail collectif. On a créé des duos PM, Product Designer, ça fonctionne très très bien. OK. C'est génial, même la QA, avec un trio, avec le QA forcément. Mais ça marche très très bien. Bonne entente, bon mindset, on va tous dans la même direction. Et c'est là aussi, c'est important de se former au management parce que il y a des personnalités différentes et des façons de faire différentes qui font que toi, en tant que manager, tu vas essayer d'optimiser ça. Ouais. Voilà. Pour, c'est pas forcément une optimisation. Moi, personnellement, c'est pas comme ça que je le prends. C'est pas une optimisation de productivité. OK. C'est vraiment pour justement mettre en avant les gens. Je pense que les gens n'ont pas forcément conscience de leurs compétences, de leurs capacités. Voilà, c'est un peu comment dire, un diamant un peu brut et il faut le tailler. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer de les tailler au maximum pour qu'ils brillent le plus, en tout cas dans la société. Moi, j'ai aucun souci que mon équipe brille plus que moi. J'ai pas d'ego là-dessus. J'ai tué mon ego il y a longtemps parce que je pense que ça pose beaucoup de soucis dans les sociétés. Ouais. Donc voilà, moi, j'essaie vraiment toujours de mettre mon équipe en avant et de faire en sorte qu'elles apprennent des choses. Voilà, moi, je suis assez triste quand je peux pas les aider dans certaines problématiques, quand j'ai atteint mes limites, hein, tout simplement. Je n'ai pas connaissance, enfin, j'ai pas une connaissance illimitée, je ne sais pas tout sur tout. Je n'ai pas réussi à résoudre toutes les problématiques qui vivent au quotidien. Donc moi, ça me frustre. Ça me pousse aussi à me former derrière. Mais moi, voilà, vraiment au quotidien, c'est ce que je fais. Et tu vois comment aujourd'hui la place de tes équipes par rapport aux équipes de dev? Est-ce que c'est de la collaboration constante? Est-ce que tu as l'impression que parfois tu as pas une supériorité, mais on dit souvent que soit les scrum, soit parfois les PM sont les managers des devs. Or, ça peut être vrai et changeant en fonction des structures dans lesquelles tu peux être. Ça se passe comment, tu vois, pour toi chez Canals? Euh, je pense et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi dans l'équipe, c'est qu'on a tous la même philosophie. Euh, enfin, moi, j'ai toujours adoré travailler avec les devs parce que Ok. c'est génial ce qu'ils produisent. Enfin, ils rendent vivant un peu des concepts, des idées. Ouais. Et moi, donc, j'adore travailler avec eux. Quand j'étais PM, j'adorais m'asseoir juste à côté d'eux et les voir coder. Voilà. Et j'ai une équipe de PM et même de designers d'ailleurs et de QA, tous, qui adorent aussi la tech. Enfin, Ok. enfin, naturellement, ils aiment la tech. Ce qui fait que ça marche bien. Je dis pas que parfois il n'y a pas des conflits, c'est pas ce que je dis, Ouais. mais je dis juste qu'il n'y a pas de question de supériorité, de management ou autre. Non, non, il y a l'équipe produit où voilà, on va sur le front, on va avec notre bâton de pèlerin, on va essayer de casser un peu les problématiques, essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Et de l'autre côté, on a vraiment des personnes qui vont créer, qui vont matérialiser tout ce qu'on a, enfin, tout ce qu'on a essayé de concevoir. Bien sûr, on essaye de le co-construire au maximum, mais il y a des choses, on ne les invite pas à tous les meetings, bien entendu, parce que sinon, Sinon, tu fais que des meetings. voilà, je fais que des meetings. Mais en tout cas, on essaye d'avoir ce côté en mode, bon, bah voilà, on a essayé de répondre à toutes les questions que tu allais te poser. Voilà, comment tu vois la chose? Est-ce que tu vois un impact? Est-ce qu'il faudrait qu'on change certaines règles de gestion? Enfin, voilà, on travaille en très très bonne intelligence tech et produit. Et voilà, parfois des conflits, mais comme tous les couples, hein, parfois on s'engueule. Moi, c'est comme ça que je vois la relation tech et produit, comme un vieux couple. C'est clair. Voilà, donc non, non, c'est en très bonne intelligence, pas de condescendance, pas de rien de tout ça en tout cas chez nous. Et justement, moi mes PM parfois ils me disent ouais mais là côté tech ça va être chaud à faire et tout. Je leur dis viens on va leur demander. Tu vois qu'il y a un peu ce côté en mode ils se mettent un peu trop à la place Ouais. des devs. Vérifions-le d'abord. Ouais. Voilà, viens on va discuter avec, peut-être qu'il y a des librairies, peut-être qu'il y a des choses, voilà. Donc non, non, hyper bienveillant en tout cas. Trop cool. Et vous avez fait comment pour les aligner? Parce qu'effectivement, c'est deux métiers différents. Tu as des métiers d'organisation, Mm. tu as des métiers de production, avec forcément des délais de réalisation qui peuvent être parfois différents. Comment tu as choisi, toi, d'organiser un peu le delivery de l'équipe? Est-ce que, par exemple, tes designers travaillent un petit peu en amont sur des sujets pour pouvoir livrer du design pour qu'ensuite les devs puissent aller taper le delivery? Ou inversement, c'est en flux tendu l'un avec l'autre, en collaboration constante? Comment vous gérez un peu toutes ces étapes-là? On est obligé, tu l'as dit, on est une scale-up, on est obligé de le faire en continu. Ok. C'est-à-dire que tout, on fait en continu, donc ce qui fait que ça crée des problèmes de priorité, de charge, etc. Et là aussi, c'est mon métier derrière de faire en sorte que ça fonctionne bien. Ouais. Mais ça, ouais, on est vraiment obligé de le faire en continu. On essaye d'anticiper, bien entendu, les sujets pour éviter de tomber un peu sur la panne sèche en se disant mince, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc
qu'on essaye un peu d'anticiper les sujets. Et ça aussi, c'est mon rôle de veiller au grain, que ça fonctionne bien, ce côté-là. Donc ça, non, c'est vraiment du continu. On a parlé de l'équipe, on a parlé des différents types de profils. Forcément, il y a un sujet qui, pour moi, arrive presque comme une priorité dans cette discussion, c'est la parité homme-femme sur une équipe produit. On sait que c'est forcément compliqué, c'est fluctuant, c'est évolutif. Comment vous arrivez un peu à gérer ça, à vous, côté Coinas? Est-ce que vous partez du principe qu'on doit recruter plus de femmes obligatoirement et que dans ce cas, on fait presque une discrimination positive, ou est-ce que on fait une recherche par compétence en priorité? Comment vous gérez un peu ça? C'est toujours très compliqué comme contexte. C'est un super sujet. Un peu naïvement, et je suis peut-être naïf, j'ai jamais fait de différence homme-femme. Ouais. Ce qui fait que voilà, ça peut toujours me choquer un peu quand il y a plus d'hommes dans une équipe, ou même plus de femmes au final, parce que je fais pas de différence, donc l'un ou l'autre. Ça me surprend toujours un peu. Je pense que dans le problème d'une société comme CoinHouse, c'est la finance. Ouais, ok. Quand on a cherché à recruter, alors aujourd'hui, il y a 3 femmes dans mes équipes. Donc c'est déjà pas mal, parce qu'il y avait qu'une seule personne avant, enfin une seule femme avant. Donc voilà, maintenant on en a 3, donc ça c'est plutôt positif. Ah, c'est Ça cool. commence à changer. Après, les autres équipes se féminisent, ça il y a moins de soucis. Là, c'est tech et produits de toute façon, c'est toujours un peu moins féminin, par définition, on va dire. Mais justement, à un moment, on a voulu faire de la discrimination positive, Ok. justement, pour féminiser un peu les équipes. J'ai dû contacter personnellement peut-être une vingtaine, enfin 20, 30 PM Ok. femmes. Et la réponse la plus commune que j'ai eue, c'était plutôt: «Oh la finance, ça m'intéresse pas trop», ou «Je connais pas trop la finance», ou voilà, «J'ai pas forcément envie d'évoluer dans la finance». Donc en fait, c'est pas forcément tech et produit le Trop cool. problème, c'était plutôt la finance en elle-même. Ok, tu constates que c'est le secteur, ouais. Donc je me suis dit: «Il y a peut-être une démystification à faire, autour de la finance et les femmes». Et je sais que, par exemple, la responsable de communication chez CoinHouse, elle fait beaucoup d'événements sur, les femmes et le Web3 et ainsi de suite, pour justement féminiser, le mouvement. Donc on fait beaucoup de choses, dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, voilà, ça prend petit à petit. Voilà, l'équipe s'est féminisée, et c'est très bien, et c'est très bien. Ouais, c'est trop cool. Parce que c'est toujours des sujets qui sont complexes. Nous, chez The One Studio, on essaie aussi d'avoir le maximum de parité possible. Et en fait, c'est très compliqué quand Mmh. quand tu cherches soit des compétences spécifiques, soit tu cherches à diversifier un petit peu euh, le panel social que tu peux avoir dans l'entreprise. Et c'est assez complexe, effectivement, parce que t'intéresses pas forcément les mêmes personnes et la même parité de genre Mmh. avec le métier que tu proposes. Tu vois, Tout à fait. typiquement, un des sujets nous qu'on peut aussi avoir, par exemple, c'est sur la structure de The One Studio. On va venir chercher des bizdev. Tu constates qu'il y a très très peu de femmes de bizdev Mmh. aujourd'hui. Alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Tu vois, Tout à fait. c'est pas un métier plus horrible qu'un autre. C'est un métier très ingrat, en revanche. Très ingrat. Mais homme ou femme, on s'en fout un peu. Et là, effectivement, tu vois, c'est des trucs qu'on trouve moins. Et ça, c'est très cool parce que t'as plein de boîtes qui se sont lancées comme ça pour pouvoir évangéliser un petit peu, Mmh. effectivement, et venir montrer à des personnes qui pensent que la tech, c'est pas forcément pour les femmes, qu'en fait, ça l'est. Ouais. Et je pense notamment à Woman in Product, je sais pas si tu connais. Oui, tout à fait. Woman in Sales, pardon. Et Woman in Product, les deux, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment trop cool. Dans ton parcours, forcément, t'as été sur plein de sujets différents. Du produit, du pas produit, de l'entreprise en CDI Mm. et des projets un peu d'entrepreneuriat. Je pense à Mablab. Mm. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est c'est mon laboratoire. Ok. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Lab. Mabe, pourquoi? C'est MA pour Mario et BE pour Baker, qui est mon associé. Voilà, tout simplement. Et c'est notre laboratoire. On est tous les deux passionnés de plein de choses. On a envie de tester plein de choses. On est fou d'organisation. Je crois que voilà, notre deuxième cerveau, c'est Notion. C'est pour ça que ça s'appelle. Ça s'appelle.
je sais même plus. Second cerveau, je crois, tout simplement. Second brain, ouais, je suis faire un Ouais, tour en voilà, termes c'est de pour ça, second je voulais brain. pas le faire en anglicisme, Ouais. mais voilà, c'est second cerveau. Et en fait, on a voulu juste mettre à dispo, nous, notre structure, comment on est structuré, avec des templates Notion, tout simplement. Pas cher du tout pour que ça soit accessible au maximum de personnes. Nous, on veut juste s'amuser. Voilà, c'est vraiment de l'amusement. On teste des choses, on teste l'IA, on teste des liens sponsorisés, enfin voilà, plein de choses. On teste plein de choses. Voilà, c'est Ok. notre laboratoire de test. Euh, on aime beaucoup apprendre, on aime, comme je t'ai dit, l'innovation, on aime des nouveaux outils. Et malheureusement, en France, on est vite limité pour faire ces interactions. Il faut que tu aies un statut, il faut que tu aies des choses, etc. Et c'est C'est comme clair. ça que MabeLab s'est créé. C'est vraiment notre laboratoire. On teste, voilà, on met un peu d'argent tous les mois dessus. Et derrière, ça nous rapporte pas des milliers des cents, ça paye des factures, des abonnements, de choses comme ça. Mais derrière, voilà, on s'éclate. C'est pas pour la richesse ou la gloire, C'est pas du tout pour la c'est pour richesse. la quête de l'inconnu, de la R&D, le savant fou qui est en toi. Exactement. Ouais, je comprends. Je l'ai mis sur LinkedIn parce que c'est pour faire du personal branding. Voilà, c'est dommage. Je travaille le soir et le week-end en bonus. Et c'est juste pour dire, bon, bah là, il y a quelque chose qui existe. Ok. Mais derrière, voilà, il n'y a pas d'ambition, en tout cas, avec MabeLab. Il y aura d'autres ambitions, mais pas avec Mabe. Ok. T'arrives à jongler donc facilement, j'imagine, entre les deux, entre le côté un petit peu entrepreneur, le côté head of product chez Coinhouse. Enfin, je spécule, mais je pense même que ce côté entrepreneur, recherche d'innovation, lab, te permet d'exercer ton métier au quotidien. En vrai, et ça peut paraître bizarre, mais ce que je fais avec MabeLab, je le ferais même si ça n'existait pas. Ok. Donc autant que la structure existe, parce que je l'ai toujours fait. J'ai toujours fait de la veille. Enfin, toutes les personnes qui me connaissent depuis longtemps, j'ai toujours fait de la veille, j'ai toujours testé des outils. J'étais le premier sur Revolut et j'ai parrainé tout le monde. Enfin, ça n'existait pas le parrainage à l'époque. Donc j'en ai parlé à tout le monde. Enfin voilà, j'ai toujours été dans ce quotidien. Donc en fait, pour moi, MabeLab, c'est pas du travail, parce que je le fais. En fait, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, je le fais. Voilà, en vacances, pendant que mon fils faisait la sieste, j'ai testé toutes les intelligences artificielles, j'ai vu les résultats qu'elles faisaient, etc. C'est-à-dire que je le fais spontanément et je me dis pas que c'est du travail, c'est juste que ça me passionne. Je trouve ça passionnant ce qui se passe. Je suis vraiment passionné d'innovation. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas dire que je jongle avec mon travail, parce que je fais mon travail et je suis investi à 100% dans mon travail. Mais en fait, mon passe-temps, c'est de faire ces trucs-là. C'est pas forcément hyper intéressant. Alors, je joue aux jeux vidéo, je collectionne des cartes Pokémon, des trucs, ce que tu veux. Je fais d'autres choses, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me passionne. Donc, je vais toujours me prendre 2, 3 heures, 4 heures peut-être dans la semaine pour bosser sur ces sujets-là. Et en jeu vidéo, tu tryhard? Non. Moi, je joue pour l'histoire. Il faut que ça soit du plaisir quand même, tu vois. Ok. Moi, enfin, le jeu vidéo, c'est du plaisir. C'est pour ça que j'ai refusé une carrière jeu vidéo. Je me suis dit, je veux pas être dégoûté, en fait. Je veux pas que mon travail soit ma passion. Donc t'es pas un tryharder sur League of Legends. Non, Ouais. non, non. Mais moi, j'aime bien les histoires, tu vois, God of War, Spider-Man, enfin voilà, des jeux comme ça. Après, je joue à Warzone, hein, comme tout le monde, hein, ou FIFA, tu vois. Mais derrière, non, non, moi, je suis là pour passer un bon moment, une histoire, m'évader. Ok, très clair. T'as parlé avant de l'innovation. Oui. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps d'expliquer rapidement aux personnes qui vont nous regarder ou nous écouter ce que c'est Coinhouse, ce que ça représente en termes de volumétrie, en termes de chiffres, parce que c'est toujours compliqué de comprendre une structure quand tu comprends pas la logique financière et ce que ça représente aussi auprès du monde, avant de parler un peu d'innovation et de comment on peut innover sur ce type de projet. Coinhouse, ça existe depuis un moment maintenant. La genèse, c'est 2014. Donc on est vraiment les pionniers et les leaders français en fait sur la crypto. Quelle est l'idée derrière Coinhouse? C'est simplement rendre accessible à tous cette révolution crypto. Ça, on pourra en parler, pourquoi c'est une révolution. Et comment? C'est en le rendant le plus accessible possible, le plus simple possible. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de proposer. L'achat, la conservation, la vente de crypto la plus simple possible. Derrière, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. On a des experts qui sont à Paris qui vont vous conseiller. Vous avez la possibilité de les contacter, de prendre des rendez-vous avec eux pour voir comment investir, sur quoi investir, comment investir.
D'ailleurs, nos experts choisissent des cryptos. On n'a pas toutes les cryptos qui existent sur Terre. Ok. On en choisit une soixantaine. Trier sur le volet un petit peu. Exactement. Ouais. Il y a des comités pour les choisir. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. On sait qu'il y a des cryptos qui sont des arnaques. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on ne va pas du tout. Les fameux shitcoins. Exactement. Et encore, parfois, il y a des shitcoins qui sont pas mal. Donc voilà, c'est vraiment ça, CoinHouse, c'est de le rendre accessible et derrière, tout en étant régulé. Donc nous, c'est important, on a toujours été très investi dans la régulation, que ça soit Ok. française ou européenne, et on veut être sécurisé, on utilise les meilleures technologies en termes de sécurisation. Voilà, donc ça, c'est vraiment CoinHouse. Vous êtes certifié par l'AMF. Exactement. Et bientôt par l'Europe tout entière. Donc vous êtes un vrai produit financier achetable à Exactement. l'échelle européenne, française, quoi. Exactement. Ok. Et ça nous tient à cœur. Aujourd'hui, côté produit, si on fait le parallèle côté produit, 50% des sujets sont des sujets liés au légal ou à la compliance. Ok. Du coup, aujourd'hui, tu considères que CoinHouse c'est plutôt une fintech ou plutôt une pure player, un pure player applicatif? Non, c'est une fintech. C'est vraiment une fintech. Crypto, énormément de sujets. Ouais. Web3, DeFi. Exactement. Est-ce qu'on entre dans ce sujet-là? Est-ce qu'on l'ouvre? On peut l'ouvrir. On l'ouvre avec un avertissement qui... Ce n'est que ma vision, ce n'est pas la vision de CoinHouse Ce que je n'est qu'une partage. vision, ce n'est pas la vision de CoinHouse, ça ne représente absolument pas un conseil d'investissement. Exactement. Et c'est exactement ça, mais on peut l'ouvrir avec plaisir. Tu penses quoi de ce secteur-là? T'es arrivé là-dedans un peu par hasard? Justement, tu t'en parlais juste avant. Tu voulais qu'on reparle un peu d'innovation. Moi, je suis rentré dans la crypto parce que je voulais faire de l'innovation. Ok. C'est pas parce que je voulais de la crypto. C'est juste qu'encore en 2022, je pense que c'était un produit innovant. Oui. La crypto, encore Aujourd'hui, aujourd'hui. je pense aussi encore, ouais. Exactement, encore aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un peu moins innovant aujourd'hui parce que forcément, je T'es baigne dedans, dedans. forcément, Ça fait 3 ans que je baigne dedans, donc voilà. Mais c'est par rapport, parce que je voulais travailler dans l'innovation. C'est vraiment Ok. pour ça. Et je pense que c'est une innovation, c'est toujours une innovation. On voit que l'adoption est de plus en plus forte. Toutes les plus grandes banques du monde se sont mis à la crypto. Et en réalité, c'est la un abus de croque. langage. C'est pas forcément à la crypto, c'est plutôt à la technologie derrière Ouais, la crypto. ok. T'es arrivé pour l'innovation, innovation produit. Comment est-ce que tu fais pour du coup continuer d'innover sur un produit bancaire / fintech, sur un secteur des crypto-monnaies qui est encore très peu connu, qui peut être parfois nébuleux pour le commun des mortels? Moi, j'aime bien donner l'exemple d'Alan, par exemple. Ouais, ok. Pour moi, l'innovation qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont rendu simple un process qui était compliqué. Ok. Donc l'innovation, c'est pas forcément proposer quelque chose de compliqué, c'est proposer justement quelque chose de compliqué, mais de façon simple. Et je pense que c'est là où on a encore beaucoup de choses à faire, que ce soit CoinHouse, mais tous les acteurs du monde. Hein. On n'est pas... on joue dans la même cour, hein. Tous les acteurs crypto jouent dans la même cour. Personne n'a vraiment craqué le code pour faire en sorte que ça intéresse tout le monde, la crypto. Donc je pense qu'il y a encore des leviers de simplifier nos applications, de les rendre plus accessibles, moins pompeuses, moins verbeuses, peut-être moins de wording compliqué. Tu parlais de Web3, NFT, etc. Voilà. Tout ça, c'est peut-être un peu compliqué. Il faut peut-être revenir à des choses simples. Mais la finance est compliquée aussi. On te parle de produits financiers, mais qu'est-ce que ça veut dire produits financiers? Voilà, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une action? Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là qui, plus largement, on a plus largement un problème d'éducation financière en France, plus qu'un problème de moyens. On a des très bons acteurs sur le marché, on en fait partie, mais derrière, c'est comment on convainc les gens de venir chez nous. Et tu parles typiquement de l'éducation financière. CoinHouse va venir aider un peu sur ce sujet-là ou pas du tout? On crée beaucoup de contenu là-dessus. On essaye vraiment de vulgariser, de rendre plus simple toute la partie éducation financière sur la crypto. En tout cas, on est vraiment un acteur majeur. Il suffit de voir tout ce qu'on produit. Rien que la newsletter que vous pouvez recevoir toutes les semaines, elle est vraiment incroyable et vraiment très riche. Donc voilà. Donc oui, nous, on aide à cette éducation financière, mais je pense que le problème est beaucoup plus large. Aujourd'hui, j'ai fait l'étude, parce que pour moi, c'est peut-être mon plus gros frein, si on reparle un peu produit, c'est l'éducation financière. Là, c'est les chiffres de l'AMF. 80% des Français ont de l'argent dans un livret A ou équivalent. Yes.
38% dans une assurance vie. Ok. Tu descends à 10-12% sur les actions. Et après, selon les sources, on va dire en moyenne 10% sur la crypto. C'est pas mal. Ok. Ça commence à se démocratiser. Donc ça se démocratise, mais si on revient en arrière, c'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui ont des actions en France qui ont de la crypto. Oui. Donc comment je fais pour dire à des gens n'achetez pas des actions alors que tout le monde en parle toute la journée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un moment, tu allumes la télé, les actionnaires, je sais pas quoi, etc. On parle toute la journée d'actionnaires, pourtant il y a que 10% des Français qui sont actionnaires. Donc 10% de gens qui ont de la crypto, on a le même problème en fait. On partage tous les mêmes problèmes. Ok. Donc l'objectif est plutôt d'éduquer les 90% qui ne sont pas encore détenteurs de produits financiers Exactement. à l'acculturation aussi de la crypto et du produit financier quel qu'il soit de manière générale, quoi. Exactement. Ok. Et bien entendu, la crypto sera totalement différent des produits d'actionnariat. C'est par nature. Je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais il y en a un qui est plus décentralisé. Tu parlais de la DeFi, etc., qui est plus décentralisé, plus transparent. Justement, moi, je suis fasciné par tous les débats de oui, ce sont les terroristes ou les malfrats qui utilisent la crypto. Il n'y a rien de plus transparent que la crypto. Je veux dire, vraiment, pour se faire attraper par la police, vraiment utiliser la crypto. C'est clair. Vraiment, rien ne vaut. Enfin, une mallette de cash, personne ne le voit. Mais là, la crypto, tu La verras. crypto, tout se voit, tout est tracé. Ça reprend la technologie de la blockchain qu'on va pas expliquer, mais pour ceux qui auront envie de chercher, ils pourront Exactement. aller faire leur petite recherche et comprendre ce que blockchain va dire. Tout est tracé, visible. Et tu as parlé du coup de malfrats. Ça m'amène sur un sujet d'actualité. Forcément, tu as vu ce qui se passe actuellement avec toutes les agressions de personnes détentrices de crypto ou qui Exactement. travaillent de près ou de loin dans ce secteur-là. Comment on se sent quand on bosse sur une de ces applications et surtout, ça t'inspire quoi pour la suite des activités de la crypto-monnaie ou d'applications comme Coinor, etc. Non, c'est très grave ce qui se passe. C'est pas agréable. C'est pas un moment C'est clair. agréable. On reçoit parfois des messages de nos proches et ainsi de suite. C'est pas forcément un moment très agréable. Ouais. Mais la sécurité, on a toujours fait attention. De toute façon, c'est de l'argent. On fait toujours attention. Donc ça, c'est quelque chose qu'on continue et qu'on a juste renforcé. Ok. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on fait attention. Moi, à titre perso, j'en possède pas beaucoup. Ça sert à rien de venir me voir. Laissez-moi, je suis pauvre. Je suis arrivé trop tard sur le sujet. Donc, non, oui, c'est un sujet très grave sur lequel voilà, toutes les équipes sont sensibilisées. On fait tous attention. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas mieux que de faire attention, d'expliquer au commun des mortels que, comme on vient de le dire, tout est tracé. Donc même si tu veux à un moment kidnapper quelqu'un, bah ça va se voir. Ça va se voir. Et honnêtement, c'est un domaine, au final, un milieu très bienveillant. Et donc, quels qu'ils soient, hein, tous les opérateurs mondiaux de crypto font en sorte que quand il y a ce type d'événements, que ce soit pour les rançons ou autres, hein, d'autres événements plus entreprises, les ransomware ou des choses comme ça, ils bloquent les transactions aussi dans leurs exchanges, sur leur plateforme, pardon. Je vais vulgariser sur leur plateforme, ils vont bloquer les transactions et c'est assez bienveillant. On récupère 99% du temps, on récupère les fonds au final. Parce que c'est transparent, on les trace, on les voit, on sait d'où elles sont parties, où elles sont arrivées et où elles vont être envoyées. Donc on arrive toujours à bloquer à un moment l'expéditeur. Le destinataire plutôt, pardon. Est-ce que ça pose pas une question centrale sur la vocation même de l'existence de la crypto, en se disant que justement ça peut pas être contrôlé? En fait, c'est pas une question de contrôle, c'est une question de décentralisation. C'est en vrai, pour moi, d'un point de vue très philosophique, c'est plutôt les banques le problème que la crypto. Les banques, voilà, tu as un fichier unique qui est détenu par la banque, qui fait ce qu'il veut avec, etc. Là, pour le coup, tout est visible. Enfin, vraiment, c'est d'une transparence monstrueuse, quoi. Donc, justement, pour moi, c'est pas le problème que ça soit décentralisé. C'est plutôt le problème que ça soit centralisé. Et j'arrive pas à me rendre compte comment c'est possible de pouvoir du coup envoyer des fonds et les récupérer. Puisque normalement c'est centralisé sur la blockchain et donc tu ne peux pas annuler une opération qui est normalement irréversible. Non, mais donc je vais donner un exemple très concret.
je vais envoyer depuis pardon, j'essaie de trouver les mots en français pour pas que ça soit pompeux. Vas-y en anglais. Hein. Euh, euh, Souvent dans la crypto, vous avez un portefeuille numérique Ouais. où vous déposez vos cryptos là-dessus. Yes. Vous On allez pense faire. notamment Ledger. Pardon? On pense notamment Ledger. Ledger notamment, c'est notre cousin. Yes. C'est le cousin de CoinHouse. Donc, vous avez un Ledger, vous avez ce portefeuille numérique, vous avez vos cryptos dessus. Pour envoyer vos cryptos vers quelqu'un, par exemple vers toi, je t'envoie de la crypto, je vais devoir récupérer une adresse. Yes. On est d'accord? Ok. Donc, on va la voir, cette transaction, que c'est parti d'une adresse A à une adresse B. Yes. Toi, derrière, en fait, je te l'ai envoyé aussi sur ton portefeuille numérique, Mhm. mais tu décides de les vendre. Pour les vendre, il va falloir que tu les transfères à quelqu'un qui tiers, vend, ouais, qui quelqu'un vend de la qui- crypto, comme ouais. CoinHouse. Ok. Donc, tu vas l'envoyer sur CoinHouse. Et là, CoinHouse, si moi je dis hop, non, en fait, je me suis fait un peu malmener par Alexandre et je veux, faites attention, voilà, il m'a extorqué l'argent, CoinHouse va bloquer la transaction. Ok. Et ça, ce que je disais, la solidarité, toutes ces plateformes bloquent généralement dès qu'il y a une alerte, dès qu'il y a une visibilité, dès qu'on voit en tout cas que ce type d'événement se passe, ils sont contactés immédiatement en disant bloquer la transaction. Et c'est comme ça qu'on peut récupérer les fonds. D'accord. Ok. Tu Voilà. peux quand même pas faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il y a des moyens détournés de le faire, mais ils sont très rares. Je pense que c'est plus facile de blanchir de l'argent que de blanchir de la crypto aujourd'hui. Mais je parle aujourd'hui. Ok. Tu penses que c'est quoi le plus gros atout de la crypto aujourd'hui? C'est la confiance qu'on lui donne? C'est la technologie en tant que telle? C'est la technologie. Moi, je donne toujours cet exemple. Pourquoi la crypto? Euh, Vous avez essayé de retirer un montant important en banque et vous n'avez pas réussi. Yes. Voilà. Parce que votre argent ne vous appartient pas vraiment quand il est à la Pourtant, banque. j'ai les thunes, je le sais. Voilà. Et moi, s'il y a bien un sujet qui me rend fou furieux, c'est de ne pas pouvoir dépenser mon argent. Parce que bon, on le gagne, c'est pour le dépenser. Bah ouais. La crypto, c'est décentralisé. Donc, il n'y a pas un organisme qui va me dire non, tu ne peux pas sortir les fonds, etc. Bien entendu, aujourd'hui, on est obligé, en fait, on a régi un peu sous les lois de bancaires. Mhm. Donc, on doit faire des contrôles pour éviter les blanchiments d'argent, pour éviter justement les problèmes d'extorsion, etc. Mais globalement, c'est disponible 24 heures sur 24, c'est transparent et tu peux en jouir Dans comme tu les veux. minutes qui suivent en plus. Exactement. Ouais. Et ça, c'est important. Ta banque, elle ferme. La crypto ne dort jamais. Les marchés financiers s'arrêtent, pas les marchés de la crypto. Enfin, voilà. Il y a ce côté où c'est toujours disponible, c'est 24 heures sur 24, c'est sécurisé, c'est traçable et c'est décentralisé. C'est-à-dire que ça ne va pas dépendre juste de ma banque. Ça dépend d'un réseau mondial de milliers, voire de millions de personnes. Une faillite est possible en crypto? Parce que tu vois, effectivement, tu viens de parler du réseau bancaire qu'une banque ferme et tu peux perdre ton argent. Parce que pour rappel, en France, ou je crois même que c'est d'ailleurs ailleurs dans le monde, mais quand une banque ferme, elle a l'obligation légale de pouvoir te rembourser 100 000 euros maximum, même s'il y avait 1 million sur le compte, par exemple. Exactement. Ça, est-ce que c'est possible en crypto ou pas du tout? Là, ça touche plusieurs sujets. Il y a la conception même de la crypto. Le problème des cryptos qui font faillite ou les arnaques, Ouais. c'est parce qu'il y a des fondateurs sur chaque crypto. Donc, il y a des personnes qui fondent des cryptos, qui en détiennent une grosse partie et qui peuvent manipuler le marché. Le dernier en date, c'est Trump. Hein. Il a sorti sa crypto. Le Trump, yes. Il en détenait une grosse partie. Moi, j'ai un peu joué avec parce que je commence à comprendre un peu les volatilités, etc. Voilà. Il l'a lancé. Ça a fait un x2, x3. Il a tout vendu. Les gens ont tout perdu. Ouais. Voilà. Donc, c'est plutôt dans ce cas-là où ça peut faire faillite, ces problèmes-là. On va dire donc plutôt les fondateurs qui ne sont pas sérieux ou qui ne vont pas faire un bon travail derrière. Il y en a eu d'autres, des cryptos qui se sont effondrés, bien entendu. Donc voilà, c'est plutôt ça le risque. Mais c'est pour ça que nous, chez CoinHouse, on fait en sorte de choisir les meilleurs cryptos. C'est des choses qu'on regarde. Voilà. Est-ce que les fondateurs possèdent beaucoup de cryptos? Est-ce que c'est plutôt les particuliers qui en possèdent et ainsi de suite? Vous venez prévenir Voilà. le risque, ouais. C'est ça. Après, le risque zéro n'existe pas. De toute façon, pour aucun sujet, le risque zéro existe. Ouais, c'est clair. Ça m'a juste fait penser à une question sur l'avenir de la crypto. Parce qu'effectivement, là, on est du coup dans les, allez, on va dire dans les
10-15 premières années de la crypto. Mhm. Tu la vois comment demain? Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, je différencie. Je vais faire une analogie et qui n'engage que moi encore. Mhm. Aujourd'hui, je te demande plus. Enfin, je te dis juste, tu as Internet chez toi. Oui, Je te dis pas, tu as Orange, Bouygues Télécom, Free. Je te dis, tu as Internet chez toi. ça peut arriver. Voilà. Non, mais après, tu Mais demandes, pour d'autres etc. raisons. Voilà. Et ben, ça va être un peu pareil pour la crypto. C'est-à-dire que demain, on va utiliser les technologies blockchain. C'est normal parce que c'est comme ça. Et c'est juste qu'on va utiliser certaines cryptos parce qu'elles ont certaines spécificités et Ok. qu'elles répondent à certaines problématiques. Donc voilà, par exemple, Ethereum, c'est la plus connue et c'est celle sur laquelle on fait le plus de tests, qu'on maltraite le plus, on va dire, en quelque sorte. C'est celle qu'on maltraite le plus, que les banques utilisent. Tout à l'heure, je disais justement, JP Morgan, elle utilise Ethereum sur leurs tests de tokenisation d'actifs financiers. Voilà, donc derrière, en fait, on va plus forcément parler de voilà, quelle crypto, mais plutôt quel fournisseur en fait, de services technologiques tu utilises. Ok. Moi, en tout cas, c'est l'évolution que je vois. Toutes les banques s'y sont mises, et pour moi, c'était les plus frileux sur la technologie blockchain. Donc pour moi, ça va continuer comme ça. Très clair. Ok. Tu vois comment un peu l'évolution de la crypto avec potentiellement de l'IA? Parce que là, c'est en train de disrupter la majorité des secteurs. Mhm. Tu as la création des LLM à tout va, qui se concurrencent les uns avec les autres, etc. Ça disrupte à l'instant T le digital. Ça finira par disrupter la banque traditionnelle. Mhm. Comment tu l'imagines peut-être pour la crypto? Et surtout, ça va se traduire comment un peu peut-être dans le produit au quotidien? Parce que c'est compliqué de se dire qu'on va avoir un produit qui est déjà un produit extrêmement complexe, Mhm. sur lequel on va venir ajouter de la complexité ou peut-être de l'incertitude ou un manque de contrôle d'une technologie complémentaire telle que de l'IA. Donc est-ce qu'elles serviront pour l'IA, etc. Peut-être. Ce que je disais aussi, l'avantage de la crypto, c'est qu'elle est publique, elle est Ok. disponible H24, etc. Euh, Ce qui fait que je vois pas tout de suite un impact vis-à-vis de l'IA, parce que elle a besoin d'Internet. L'IA, on coupe Internet, il n'y a plus d'IA. Peut-être que demain, elle utilisera des protocoles de blockchain pour je ne sais pas quoi. Là, je ne sais pas forcément. Ok. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est ça va plutôt être un fournisseur de services financiers plutôt que vraiment une concurrence. En tout cas, moi, je vois pas de concurrence aujourd'hui entre l'IA et les cryptos, comme je vois pas de concurrence entre l'IA et Internet, ou IA et la télé. Il y aura pas de... Aujourd'hui, il y en a pas, en fait. C'est juste qu'elle va se nourrir de tout ça, Ok. Ce sera pas du coup l'IA pour la crypto, mais ce sera plutôt la crypto pour l'IA. potentiellement. Et il y a des cryptos qui fonctionnent avec l'IA pour des puissances de calcul, etc. Et là, je rentrerai pas forcément sur le sujet. Parce qu'après, si tu y crois ou tu y crois pas, c'est un autre problème. Mais pour moi, c'est complémentaire, c'est pas forcément en concurrence. L'énergie que tu puises au quotidien pour faire tout ça, Dans quel sens? ça vient d'où? Ça vient d'où? Euh, je me le demande. Non, où ça vient? Ça vient dans ma soif d'apprentissage, je crois. J'aime trop apprendre. Donc c'est pour ça, je me lève, je vais voir des gens plus intelligents que moi, souvent, et je les écoute. Et Mais voilà. comment on fait pour identifier des gens plus intelligents que ça? Il faut parler à beaucoup de gens. C'est compliqué. Il faut parler à beaucoup de gens. Mais non, mais ce que je dis, ce que je dis souvent, en fait, c'est pas forcément une question d'intelligence, c'est qu'on a tous un peu nos expertises, nos domaines, etc. Euh, voilà, enfin, moi je suis fasciné par les gens qui construisent des maisons, tu vois, et on pourrait avoir un élément, enfin, un jugement en disant ils sont moins intelligents ou autres. Non, pas du tout. Enfin, je trouve ça fascinant de construire. Je suis fasciné comment ils font. Je suis fasciné par les techniques, comment ça tient debout, etc. Donc en fait, on est tous intelligents à notre façon. C'est plutôt de découvrir qu'est-ce qui drive les gens. Un peu la question que tu m'as posée. Ce qui drive les gens et de prendre le meilleur de chacun. En fait, on a tous du bon en nous, quoi. Donc il faut aller le chercher. Ouais, c'est clair. Ça fait 3 ans maintenant que tu es dans la crypto. 3 ans. C'est long. Ton apprentissage est arrivé à épuisement. T'as pas peur de te lasser un peu ou si tu penses que tu es à 10% des connaissances peut-être que tu peux avoir là-dedans encore? Ah ouais, je suis même à 5%. Ah ouais? Oui, oui. En fait, il y a différents niveaux sur la crypto.
Je pense que je comprends l'aspect financier, je comprends les fondamentaux, mais derrière, il y a toutes les technologies, comment tu exploites les technologies. Enfin, voilà, c'est un puissant fond. D'ailleurs, très régulièrement, on a un expert incroyable chez Coinhouse, mais vraiment incroyable. Et en fait, il fait des alors, c'est toujours en anglais, hein, désolé, on est une scale-up, donc tout est en anglais, mais on fait des sessions de questions-réponses Ok. et tu as le droit de Q&A. venir. Voilà, exactement. Et tu as le droit de poser toutes tes questions. Et moi, j'adore ces moments-là. J'arrive avec 70 questions à chaque fois et à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses. Voilà, toujours de plus en plus pointu, forcément, parce que maintenant, je commence à avoir un vernis. Mais honnêtement, non, c'est un monde infini. Les usages ne sont pas terminés. Comme je disais, les banques s'y mettent seulement maintenant. Ouais. Mais il y a plein d'usages. Tu en as parlé un peu du Web3, NFT. Les NFT, pire erreur marketing au monde. Je pense qu'on n'aurait pas dû appeler ça NFT. Mais il y a encore des usages monstrueux. Enfin, moi, je ne comprends pas. On parle d'économie circulaire tous les jours. Pourquoi on ne met pas en place des NFT, justement, des certificats numériques pour l'économie circulaire, pour les objets de luxe, enfin voilà, pour tous ces sujets-là. Il y a encore plein de choses, ça soit aussi l'immobilier. Enfin voilà, il y a tellement d'usages encore aujourd'hui, tellement de potentiel qui fait que c'est vraiment un puissant fond. Trop cool. Et tu te vois où bientôt là? Quand tu penses à toi dans le futur, tu te dis tiens, ça c'est le moment où je suis maintenant, Mm. je vise quoi comme next step? Ouais, c'est normal, je me pose des questions tous les jours, hein, c'est pas lié à un moment ou autre. Euh, c'est vrai qu'on vit dans une société où on glorifie un peu les entrepreneurs, c'est très à la mode, etc. C'est clair. Regarde Mark Zuckerberg, ce qu'il a fait à 30 ans avec Meta aujourd'hui, enfin Facebook à l'époque. J'ai la une du Times avec Mark Zuckerberg en me disant à 30 ans aussi, j'aurai ma une sur le Times. Bon, j'ai raté, j'en ai 37. Écoute, moi j'ai voulu faire Forbes 30, Under 30, je l'ai raté 2 fois. Je me suis dit, bon, tant pis. Donc voilà. Mais j'ai des articles qui m'ont rassuré en disant que la plupart des entrepreneurs, ils avaient plutôt 40 piges. Donc j'y suis Ouais. presque. Oui, une aventure entrepreneuriale, ça m'intéresse par rapport aux valeurs que j'ai envie de communiquer. Ok. Moi, la bienveillance, c'est pas un gros mot. On peut être bienveillant et se dire franchement les choses. Je dis franchement les choses à mon équipe, je dis franchement les choses quand ça me plaît pas. Ça, j'ai pas de problème avec la franchise, c'est deux choses différentes. Voilà, comme on dit, c'est pas un plaisir de travailler, mais il faut trouver du plaisir dans le travail. C'est ces choses-là en fait que j'ai envie d'amener, plutôt une culture d'entreprise. J'ai longtemps, Mablab d'ailleurs, s'est créé sur des sujets de culture d'entreprise. Ok. On voulait lancer une newsletter sur la culture d'entreprise parce que c'est quelque chose d'important. Comment tu onboardes tes équipes, comment tu onboardes les gens, comment tu leur donnes une vision, voilà, du sens, de la reconnaissance. Enfin voilà, il y a tous ces sujets-là. Donc oui, les next steps, c'est peut-être ça. C'est moins le produit, plus la culture d'entreprise, limite. Ok. Tu pourrais imaginer une vie sortir complètement du produit? Honnêtement, oui. Parce que je suis curieux de tout. Donc, c'est pas forcément le produit qui me drive. Non, Ouais, c'est l'équipe, exactement. l'environnement dans lequel tu es. Ouais, et un sujet intéressant. Sujet intéressant, les challenges un peu d'orga, Ouais. les rencontres. Exactement. Ok, très cool. J'ai laissé ma femme pendant 5 ans pour qu'elle s'y mette. C'est pas... Putain, c'est ça la bonne anecdote. Attends, je refais. Attends, on va commencer le podcast sur ça. Ok, Mario, comment est-ce que tu as fait pour que ta femme se mette à la crypto? Parce que la mienne me dit que je suis fou quand j'y vais. Je l'ai menacé. Non, le pire, c'est qu'il y a eu un gros crash là au mois d'août. Ouais. Et vraiment, ça s'est crashé monstrueusement, etc. Et je lui ai dit, c'est maintenant, c'est maintenant. Je l'ai réveillé. Je l'ai réveillé un matin, c'est maintenant. Et la banque lui a bloqué son argent, donc elle n'a pas pu investir tout ce qu'elle souhaitait. Aïe, aïe, aïe. Incroyable, vraiment. Je vous aime bien les banques, mais quand même. Et elle n'a pas pu investir tout ce qu'elle souhaitait. Mais après, maintenant, elle est aussi accro que moi. Elle regarde un peu de temps en temps. Là. Ah putain, ça fait 10%, moins 10%, merde. Voilà. Donc, non. Au final, il y a un peu cet intérêt, parfois un peu casino, mais je préfère ça que ça dorme sur un livret. Ouais, je comprends tout à fait. Ça, c'est une belle anecdote, ça.
Je l'ai vraiment réveillé en plus. Mais tu sais que moi, je l'ai pas réveillé, mais j'étais sur le lit en train de trader du coup sur des apps, à mettre mes premiers euros en crypto en me disant putain je vais être riche. Et je suis un génie parce que j'arrive à faire de l'argent, j'ai gagné 100 euros, je les ai perdus le lendemain. Oui, ça, il faut avoir le cœur solide. Hein. Il faut avoir le cœur solide et tu vois, tu gagnes 100 euros, tu es sur la volatilité où tu te dis vert, sel, et hop, c'est bon. Ouais, non, pour le coup, moi, mon portefeuille, il a vu toutes les couleurs. Hein. J'ai vécu des moins 50% moi, sur mon portefeuille. Hein. C'est impressionnant. Hein. Ah bah, ça te met en PLS. Ah ouais, c'est impressionnant. J'ai appris à plus être en PLS. En fait, faut juste se dire que la volatilité est normale sur la crypto. Ouais. Comment dire, quand tu fais 3% dans la finance, c'est normal. Quand tu fais 20% en crypto, c'est normal. Voilà. C'est ça. Et une fois que tu as ça en tête, tu sais que bon, bah, ça va. C'est ça. Tu penses que le bull run est fini ? C'est trop compliqué. C'est trop compliqué comme question. Je pense que personne dans le monde ne s'attendait à que Trump ait une influence aussi monstrueuse sur les marchés. C'est clair. C'est la plus grosse manipulation de marché au monde, ce qui vient de se passer, tout simplement. Donc, non, on ne peut pas savoir. Honnêtement, on ne peut pas savoir. On pense que le marché va repartir plutôt à la rentrée. Mais ça ne fera pas des folies comme ça a pu le faire avant. C'est plutôt ça. En fait, les gens sont plutôt pessimistes. Est-ce qu'on va atteindre de nouveaux sommets ? Ça, plutôt non. Est-ce que ça va remonter ? Oui. Voilà. Bon, de toute manière, sur la durée, ça ne fera qu'a priori monter. Puisque c'est quand même un actif à liquidité dégressive. Oui. Donc, plus il y aura de personnes qui seront impliquées dans ce qu'est Bitcoin ou ce qu'est un actif numérique tel que la crypto-monnaie, plus la valeur prendra, tout comme l'or, en fait. Je suis d'accord, mais il y a des projets qui mourront, c'est sûr. Ça, c'est clair. Il y a trop de crypto. Je pense qu'il y en aura peut-être 5-6 qui vont être les acteurs majeurs en termes de technologie, de fournisseurs, ce que je disais, fournisseurs un peu de services. Je pense qu'il n'y en aura que quelques-uns, mais de toute façon, c'est cyclique. Moi, ce que je dis, si là, ça ne remonte pas, j'attendrai 4 ans. Je sortirai dans 4 ans. C'est à peu près ça. C'est un cycle de tous les 4 ans. C'est fou parce que ça arrive tout le temps. Enfin, à chaque fois. C'est-à-dire, on attend 4 ans et ça remonte. Donc, mais tu penses que ça peut durer sur la durée ? Parce que moi, je me suis toujours dit, mais attends, c'est pas possible de manière rationnelle que ce soit aussi simple et lisible et prédictible. Est-ce qu'il n'y a pas un gars un jour qui va dire fuck it les 4 ans et qui va manipuler le marché avec des grosses baleines qui vont dire on vend tout, on a 3 ans et demi, tu vois ? Mais oui et non. Parce qu'au final, la crypto est extrêmement corrélée au marché financier traditionnel. Okay. Et le marché financier traditionnel, ce que j'ai compris très tardivement, c'est qu'il fonctionne sur la croissance. C'est-à-dire que les sociétés sont toujours obligées de faire plus. Si elles ne font pas plus, elles meurent. Oui. Et donc, c'est-à-dire que la société fait aujourd'hui la façon dont c'est fait, et je ne suis pas forcément pour la croissance à tout prix. Moi, ce n'est pas forcément ma philosophie personnelle. Tu vois, quand on disait créer dans l'entreprise, moi, en tout cas, je n'ai pas envie de toujours faire plus. Je ne sais pas, une boîte qui fait... je dis n'importe quoi, 100 millions de chiffre d'affaires tous les ans, je trouve ça très bien. Pourquoi il faut qu'elle en fasse 110, 120 et encore 20%, et encore voilà. 20%, encore 20%. Quand est-ce qu'on s'arrête ? Voilà, ça je le comprends pas forcément. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que le monde est fait. Donc, par conséquence, ça fera toujours qu'augmenter. Et c'est juste que les cycles font qu'il y a des crises, et ces crises font que ça baisse, mais ça remonte toujours plus haut. Parce que c'est la croissance. Okay. Et donc la crypto, elle suit les mêmes trendlines, mais c'est juste que, comme on disait, quand tu fais des variations plus 10, moins 10 dans on va dire, le monde financier classique, dans la crypto, tu vas faire moins 50, moins 60. Et plus 60, plus 50. L'échelle est différente, mais le fonctionnement est similaire, quoi. Toujours similaire. Vraiment, j'ai mis un peu de 30 ans à le réaliser. Je pense que je serai bien meilleur sur les prochains cycles. Voilà, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien cette crypto, le NIR. Le NIR, quand j'ai commencé à l'acheter, il valait $1. Maintenant, il est à $3. Il est monté à 8. Cool. Voilà, si j'avais fait all-in, rien que je foutais 10 000 balles, tu te retrouves avec 80 000 balles, tu vois. C'est chouette. Voilà, et tu te dis, oui, il faut faire un peu confiance, etc. Mais voilà, plus tu prends des risques, plus tu auras de chance d'avoir quelque chose de conséquent, quoi.
Mais tu ne deviens pas riche avec 80 000 balles. Enfin, je veux dire, c'est une très très belle somme et j'aimerais beaucoup l'avoir sur mon compte bancaire. Mais tu ne deviens pas riche avec 80 000 balles. Tout dépend de ce que tu appelles riche. Bah, riche, c'est plus travailler, moi. Je pense que même si tu es riche un jour, tu finiras par retravailler. Tu as trop l'esprit en mouvance pour t'arrêter. Ouais, mais j'investirais dans des boîtes. Ouais, Ça sera pas du travail pour moi. Tu feras ça différemment. Tu vois? Ouais. J'irai rencontrer des entrepreneurs, filer de la thune, des trucs, donner des conseils, ouvrir des réseaux. Tu vois, en fait, c'est un plaisir. C'est pas un taf pour moi. Ouais, je comprends. Tu vois, et si aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, je là-bas, je fais, je vous appellerai demain. J'ai la flemme aujourd'hui. Bonne journée, quoi. Excusez-moi, j'ai mon poulet sur le four, là. Voilà, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est plus cette nécessité, en tout cas, que ton travail. Parfois, il y a des journées, t'as pas envie de te lever, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis il y a des journées où parfois tu peux pas, et tu dois quand même. C'est ça. On s'est parlé forcément de ton parcours, de ce que tu as fait, de ce que tu as vécu. Quand tu reviens un petit peu en arrière, là, sur ces quelques années, c'est quoi aujourd'hui l'erreur que tu aimerais mettre en avant qui t'a le plus permis d'apprendre peut-être sur ce que tu fais aujourd'hui et sur ce que tu voudrais faire par la suite? Oui, c'est une excellente question. C'est vrai qu'en réfléchissant à ce podcast, j'allais dire un peu les erreurs bateau, etc. Et les erreurs que tout le monde fait parce que tu apprends en fait au quotidien. Ouais. Mais je voulais en parler d'une un peu plus structurelle qui m'a vraiment marqué. Comme je disais, j'ai peut-être un peu ce côté naïf, un peu voilà, monde de bisounours. Et j'ai appris très tard que tout le monde dans les sociétés dans lesquelles vous travaillez, les entreprises dans lesquelles vous travaillez, elles ne travaillent pas forcément pour l'intérêt de la boîte. Ça va être des personnes qui, justement, sont plus intéressées par les guerres de territoire, le nombre de personnes qu'elles vont manager, rien que l'ego, tout simplement, Ok. être la personne la plus importante de la pièce, etc. Et ça ne va pas forcément toujours aller dans le sens de la société, Ok. des projets dans lesquels on travaille. J'ai eu de la chance de mener des projets assez importants dans les différentes sociétés. Et j'ai rencontré, pour la première fois, c'était plutôt chez Fnac Darty, vraiment des personnes qui en fait travaillaient pour elles, pour son territoire, pour son ego, et ne travaillaient pas pour l'intérêt général de la société. Moi, je suis un très bon soldat. Voilà, on me donne une mission, j'écoute les généraux, j'avance, je remonte les alertes, bien entendu. Hein, ça ne veut pas dire que je suis un mouton, Ok. d'être un bon soldat. Mais en tout cas, voilà, moi, je travaille pour l'intérêt de la boîte. Elle me recrute, elle me paye. Enfin, voilà, je lui dois quelque chose. Elle me doit quelque chose en retour, c'est le salaire. Mais voilà, je travaille toujours dans l'intérêt de la boîte et jamais pour mon intérêt personnel. Mon intérêt personnel, je monte Mablab quand je veux faire de l'intérêt personnel. Ok. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une fois que tu les identifies dans les sociétés, bah il faut que tu apprennes à jouer sans eux. Et c'est vraiment ça que j'ai le plus appris parce que vraiment, très naïvement, je me suis dit, tout le monde dans la société travaille pour l'intérêt commun. Pour l'intérêt commun, Ouais. exactement. Et ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que j'en ai parlé aussi en introduction. Moi, mon ego, je l'ai tué parce que je refuse en tout cas de devenir cette personne qui, par ego, par orgueil, par territoire, par nombre de personnes qui veut manager, par je ne sais pas quoi, va à l'encontre de la société. Ok. Très Voilà. cool. Je trouve que ça change en termes d'erreur. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal de se dire que parfois, effectivement, on fait les choses. Alors, on se l'a déjà dit, mais en dépit du bon sens, mais que surtout, parfois, on va pas forcément chercher à challenger pourquoi on fait les choses. Mm. Et juste prendre le statu quo pour acquis et pour vérité. Mm. Or, c'est pas forcément le cas. Non. Donc, c'est bien, effectivement, de pouvoir remettre en lumière que c'est intéressant d'avoir la capacité à prendre du recul pour valider ou infirmer si oui ou non ce qu'on fait a un vrai impact et si ça va vraiment servir quelqu'un. Je me suis peut-être hyper mal exprimé. Comment ? Je me suis peut-être un peu mal exprimé. Pourquoi ? Parce que moi, mon problème, c'est plutôt que des gens qui ne veulent pas faire avancer les sujets. Plutôt. Je l'ai compris, Ouais, pardon. ok, Je pardon, l'ai compris comme ça. Ouais. C'est peut-être du coup moi qui me suis plutôt mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, tu as parlé de l'analogie du bon soldat. Ouais. Tu peux, dans certaines conditions, effectivement l'être. Ouais. Et parfois, tu as besoin effectivement de prendre du recul pour te dire, ok, est-ce que ce que je fais, c'est dans l'intérêt commun ? Je pense qu'on peut reprendre énormément de guerres sur cette terre où, quand on a eu cette Exactement. mentalité du bon soldat, Ouais. on a fait des trucs qui, in fine, 2 ou 3 ans après, on se disait, mais oh non, pourquoi j'ai fait ça ? Donc, ouais, je vois bien. Et de challenger aussi ces managers dans l'esprit, de ce que je comprends.
Tout à fait. Mais ça le challenge, ça le remet pas en cause. Pour moi, ça le remet pas forcément en cause. D'ailleurs, il y avait un sujet là sur la vision produit, Ouais. etc., où j'allais l'aborder. Déjà, tu as la vision tout simplement des fondateurs. Ouais. Tu as le marché, Ouais. tout simplement, et la réalité économique, tu vois, derrière les startups, le financement et ainsi de suite, qui fait que même si moi j'ai une vision, je vais pas imposer ma vision. Je vais essayer d'influer, d'influencer plutôt la vision pour qu'elle aille dans un sens qui me paraît cohérent, Mhm. mais je vais pas m'opposer à celle des personnes qui ont pris le risque déjà et le marché, hein, tout simplement. Tu vois. Enfin, au bout d'un moment, je vais pas me dire on va commencer à vendre, je sais pas, des escalopes alors que ça a aucun sens. On va plutôt vendre des actions que des escalopes, tu vois. Donc il y a aussi la réalité du marché derrière qu'il faut prendre en compte. Donc c'est là où je trouve qu'il y a un jeu intéressant dans le product. Mhm. C'est plutôt d'avoir ce rôle d'influence que tu peux avoir. Ce rôle d'influence, tu peux l'avoir à deux niveaux, par la voix du client, tout simplement, Ouais. par le benchmark aussi. Ouais. Moi, je regarde toujours ce qui se passe aux États-Unis. Ça arrive 5 ans après en France. C'est très simple à faire. Et encore 5 ans, c'est si on est dans les bonnes conditions. Donc c'est assez simple. Et après, tu as d'autres problématiques qui rentrent en jeu. Est-ce que les clients savent vraiment ce qu'ils veulent et tout? C'est là où il faut un peu de gut feeling ou Yes. d'instinct pour y aller, quoi. Ouais, c'est Donc clair. c'est pour ça que là, il y avait plusieurs sujets dans un sujet, effectivement. Et quand on se parle de CoinHouse, effectivement, on se parle d'un produit qui vend de l'argent, entre guillemets. Il y a des pubs qui sont faites et effectuées par CoinHouse. Est-ce qu'elles sont aussi réglementées, par exemple, que des pubs qui pourraient être utilisées pour des jeux d'argent type FDJ ou BetClick, etc., ce genre de choses? Oui, tout à fait. On a des réglementations qui sont similaires. Alors bien sûr, les paris en ligne et tous les produits financiers, c'est pas exactement le même. De toute façon, on n'est pas régi par les mêmes acteurs, tout simplement, légaux. Mais par exemple, on a une liste de mots interdits. Il y a Ok. des mots vraiment qu'on n'a pas le droit d'utiliser, comme épargner ou rendement. Enfin, si rendement, on a le droit, pardon, c'est celui qu'on a le droit, justement. Mais tout ce qui est taux d'intérêt, enfin voilà, ce genre de Ok. choses, on n'a pas le droit d'utiliser ces mots-là, par exemple. Donc on a une très longue liste et on a aussi des limites sur ce qu'on peut dire et pas dire. Par exemple, on ne peut pas dire qu'on va garantir comment ça s'appelle, excusez-moi. Des retours sur investissement? Voilà, ce genre de choses, on n'a pas le droit du tout de le dire. On doit mettre les mentions, investir comporte des risques. Voilà, il y a toutes ces mentions-là, bien entendu, sur lesquelles on nous impose en tout cas d'apposer ce type de wording. Donc ce n'est pas une anarchie dans le monde de la crypto. Non, pas du tout. Mais comme j'ai dit, on est très réglementé. La CPR, l'AMF, voilà, tous les acronymes barbares pour ceux qui travaillent dans la finance. Comment on fait pour sortir de la crypto sans payer la flat tax? Ah bah là, tu déclares rien et tu pries. Pour ceux qui nous regardent, c'est pas possible, faites pas ça. Ils vous retrouveront partout, même chez vous, ils toqueront votre porte. Après, selon les sommes, ils te retrouveront plus ou moins facilement. Il faut y aller maintenant. C'est quoi la morning routine de Mario Vives? En vrai, non, c'est juste que le midi, c'est chiant de faire du sport. Le soir, tu as envie d'avoir une vie et t'es lessivé de ta journée. En vrai, le matin, c'est le meilleur moment pour faire le sport. Donc, C'est vrai, sur ce podcast, on n'a encore jamais parlé d'équilibre vie pro-vie perso. C'est possible. c'est possible. Mais bien sûr, c'est possible. Tout est possible. Pour le coup, c'est comme le produit, c'est une question de priorité. Ouais, c'est clair. C'est vraiment une question de priorité. Et Ça m'arrange pas ta réponse parce que du coup, je vais devoir faire du sport prochainement. non, mais après, il faut trouver son sport. Moi, je suis nul en sport. Tous les sports, je suis nul. Vraiment, j'ai toujours été mauvais, mais toute ma vie. Enfin, vraiment, je pense que j'ai fait tous les sports qui existent. Je suis nul. Et juste là, j'ai trouvé un sport qui me convient. Où je suis quand même nul, mais je peux être nul dans mon coin un peu, tu vois. T'es nul, mais bien. Mais nul dans mon coin, tu vois. Et donc, je dérange personne. Tu vois. Donc, voilà, moi, ça me va. Ça fait tout travailler. Je suis très content. Voilà. Ouais, t'as raison. Ouais, je sais. C'est peut-être plus facile quand t'as des enfants qui sont un peu plus âgés, non? Bon, non, c'est juste qu'on a une organisation avec ma femme. Voilà, quand je vais le matin au sport, j'essaye d'aller le chercher le soir. Enfin voilà, c'est plutôt des choses comme ça qu'on essaie de faire. Ouais, je vois. Mais en tout cas, j'ai senti que c'était nécessaire pour mon équilibre mental de faire Ouais, du tu sport. m'étonnes. Tu craques sinon. Surtout que je fais de la boxe, donc Nice. ça défoule. Anglaise? Anglaise, ouais. Ah oui,
Mais des Déjà, patates. j'ai du mal à synchroniser le haut, alors s'il faut synchroniser le bas, je suis mort. Moi, j'ai jamais eu le droit. Ma mère voulait pas que je fasse de la boxe. Ouais. Bah, c'est Non. beaucoup moins violent que ce qu'on pense. Ah ouais? Ah ouais, vraiment, sincèrement. Elle pensait que j'aurais des commotions, que ça allait abîmer mon visage. Ouais. Et que du coup, j'aurais pas le droit de le faire. Après, je fais pas de combat encore, hein, mais j'étais sur le ring ce matin avec un prof. Voilà, Ah ouais, ok. Vrai entraînement, tu vas au bout du truc, ouais. très tranquille. Hein, ça reste du pas d'ours, comme on appelle, mais ouais, je me suis pris 2-3 coups, mais c'est cool. J'ai un bleu là, ici. Donc, non, ouais, mais la vie, c'est pas simple. Non, c'est Il faut clair. prendre des coups. C'est clair. Donc, non, c'est super cool comme sport. Je pense que cette phrase, la vie c'est pas simple, faut prendre des coups, ça va être la première phrase du podcast. Non, c'est très cool. Ce serait quoi ton mot de la fin? Mon mot de la fin. Tout le monde travaille pour de l'argent. Enfin, je veux dire, je connais personne qui travaille pas pour l'argent. J'en connais. Ils Non. travaillent quand même pour l'argent, Non, je crois pas. même si ça les intéresse pas, ils travaillent pour payer les factures, etc. Enfin voilà, on travaille tous pour l'argent, et pourtant c'est un sujet très sensible en France. Je conseille vraiment à tous de commencer une éducation financière. Il y a des super ouvrages qui existent. J'ai pas les noms en tête. On pourra les mettre en description, comme disent les youtubeurs. Il y en a même un que je suis en train de lire en ce moment. C'est le livre que je lis à mon fils pendant qu'il boit son biberon. Pour tout de suite l'éduquer sur la partie financière. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Et la crypto, c'est génial. C'est pour ça aussi que je suis chez CoinHouse, pour cet aspect de liberté financière. En tout cas, on se pose des questions. Est-ce qu'un jour on aura des retraites, des choses comme ça? Je pense qu'il faut s'intéresser à tout ça. Et même à petit niveau, vous pouvez investir 10, 20 euros par mois. Voilà. Et croyez-moi, à la fin, ça fait beaucoup. Et beaucoup plus que sur un livret A. La fameuse 8e merveille du monde des intérêts composés. Exactement. Donc, non, moi, c'est plutôt ça mon mot de la fin. On travaille tous pour l'argent, mais il faut s'intéresser un peu à ce qui se passe, que votre argent ne vous appartient pas vraiment, et qu'il y a des solutions comme CoinHouse pour vous diversifier. Et voilà. Merci Mario. Merci à toi. Avant de conclure, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les jeunes qui voudraient se lancer soit dans la crypto, soit dans le product? C'est deux sujets différents. C'est deux sujets différents, mais pourtant... Ou dans le product en crypto? Ouais, non. Non, mais je trouve qu'il y a un soft skills sous-côté, Ok. pour le coup, sous-côté, qui marche aussi bien pour le product et la crypto, c'est d'être curieux. Ok. Et la vraie curiosité. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte que lire, que ce soit des articles, des livres, etc., c'est pas suffisant. Il faut aller rencontrer des gens. Les gens sont plutôt ouverts. Moi, j'ai toujours accepté tous les DEJ quand les gens me proposent sur LinkedIn, etc. J'accepte tout le monde pour parler, etc. Rencontrer du monde. Deep diver les sujets. Pourquoi pas rencontrer des professionnels, etc. Donc voilà, vraiment être curieux au maximum. Et dans les deux cas, ça sera bénéfique. Que ce soit pour le produit ou pour la crypto. Curiosité, à toute épreuve. Exactement. Et de la vraie curiosité. C'est-à-dire de l'intérêt complet à ce qu'on peut faire et à des sujets qu'on peut ouvrir. Exactement. Pas juste être en mode TDA et feuilleter un bouquin, quoi. Exactement. Ok. Merci Mario pour cet échange. Si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te trouver? Où on peut me trouver honnêtement, j'essaie de limiter mes réseaux. Non, LinkedIn, c'est très bien. Je réponds à tout le monde. Pour le coup, LinkedIn. Un peu moins pour... Attention, tu risques d'avoir une vague là avec... donc Mario Vives sur LinkedIn. Non, je réponds à tout le monde. Un peu moins sur les messages commerciaux non personnalisés, où Ok. là, je les mets directement à la poubelle. Mais Hop. sinon, je réponds absolument à tout le monde et c'est avec plaisir. Des personnes m'ont tendu la main à des moments donnés et j'ai envie de tendre ma main à un maximum de personnes parce que je pense que ça peut vraiment changer une vie et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir en tout cas. Et bah, ce sera le mot de la fin.